Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Jérôme Attal que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Aide-moi si tu peux, son dernier roman, édité chez Lafon. Nous en sommes à la fin du premier chapitre. Nous retrouvons donc notre héros qui vient de retrouver justement lui également un ancien de ses collaborateurs. Il vient de le quitter. Il ne s'attendait pas du tout à tomber sur lui. Il l'a rencontré dans le train. Il s'était donc retrouvé au train bleu, la brasserie de la gare de Lyon. Quand Valérie Georgin rentra de week-end, son premier mouvement fut de se précipiter dans la chambre de sa fille pour exhiber le cadeau que lui avait offert son amant. Une magnifique chaîne en or, au pendentif orné d'une des 2 dents de lait que la famille de ce dernier avait conservé comme un trophée depuis sa tendre enfance. C'était un cadeau assez original, l'or du bijou faisant passer en douceur la pilule régressive et le côté légèrement psychopathe de la dent. Après tout, n'appelait-il pas affectueusement sa dernière conquête en date « ma petite souris » ? Valérie trouva la chambre de sa fille déserte et, après l'avoir appelée 3 fois dans la maison, se dirigea vers la salle de bain. Elle suspectait sa fille de comater dans un bain moussant avec les écouteurs sur les oreilles, selon une habitude qu'elle avait contractée. Or, en tant que mère et femme qui avait l'usage d'une salle de bain autant que sa fille, Valérie jugeait cette manie fort pénible. Elle ouvrit la porte sans frapper, quitte à être accueillie par une volée de bois vert, mais la pièce était vierge de toute présence. Dans un troisième temps, avec un supplément d'anxiété, Valérie Georgin se rua vers la chambre d'amis dans l'aile du rez-de-chaussée. Elle n'avait aucune envie de surprendre sa fille en train de faire des galipettes avec un inconnu ou pis, le petit voisin qui lui tournait autour depuis une dizaine d'années. Bien qu'elle eût, par le passé, apprécié ses parents, dans la stricte limite d'un apéritif tous les trimestres, elle considérait leur rejeton comme un dangereux dégénéré depuis le jour où Chronopost s'était trompé de destination et lui avait apporté un colis qu'elle avait machinalement ouvert en toute bonne foi. À l'intérieur, un Blu-ray porno des meilleures scènes lesbiennes de la sublime actrice de X, Tiffany Thompson. Madame Georgin s'était empressée d'aller sonner chez les Drey et Benjamin s'était vu retirer la carte Visa flambant neuve que ses parents lui avaient offerte pour le responsabiliser, tel un rite de passage à l'âge adulte. À croire que Benjamin avait une idée bien différente de la première des choses à accomplir en gage d'accès à l'âge adulte. Une autre fois, un soir d'été, elle l'avait vu passer dans le jardin alors qu'elle essayait un nouveau modèle de soutien-gorge. Sans prêter à mal, Benjamin s'employait à récupérer une balle de tennis qu'il eut beau agiter comme un demeuré devant la fenêtre allumée. Valérie tira les rideaux et interdit à sa fille de fréquenter son voisin pendant plusieurs semaines, ce qui lui était complètement égal, d'autant qu'il s'obstinait à la conduire dans les cinémas minables du secteur alors qu'elle rêvait de discothèques parisiennes et de films en version originale sous-titrée. À son grand dam, mais aussi avec un profond soulagement, Madame Georgin constata que la chambre d'amis était tout aussi intacte et immaculée que la salle de bain et la chambre de Tamara. Alors, une fois toutes les possibilités de la maison épuisées, Valérie fit ce qu'elle aurait dû commencer par faire. Elle pianota frénétiquement sur son téléphone pour envoyer un texto à sa fille, mais ne reçut aucune réponse, ni dans l'immédiat, ni dans les 5 minutes suivantes, ce qui l'agaça puissamment. Elle composa son numéro pour tomber aussitôt sur le répondeur. Désemparée, elle sortit sur le carré de pelouse devant chez elle, en colère contre ce qui ne tournait pas rond, se sentant terriblement lasse de ce bonheur pavillonnaire. C'est à ce moment précis que Benjamin Drey, perché sur son vélo, apparut dans son champ de vision. Il décrivait quelques cercles nonchalants entre les 2 margelles de trottoir et la salua. « Bonjour, Madame Georgin. »« Bonjour, Ben. Tu n'aurais pas vu Tamara aujourd'hui ?»« Non, Madame.
Je l'ai pas vue de tout le week-end, je croyais qu'elle était partie avec vous en Normandie. » Valérie lui lança un regard interrogatif et étrange, comme si elle le soupçonnait de quelque chose. Elle racontera ensuite aux gendarmes qu'elle avait toujours trouvé ce voisin bizarre, un bon à rien doublé d'un obsédé sexuel. Pour l'heure, elle pensa à une fugue et estima que Tamara avait sans doute souhaité rejoindre son père qui vivait en Espagne. La jeune fille n'avait jamais supporté le nouveau compagnon de sa mère et elle idolâtrait son père pour la raison que c'était un homme qui l'avait toujours laissé libre de ses mouvements. Pas plus contrariant qu'un poster, un héros à distance qui l'a gratifié d'un joli billet de 500 € 2 fois par an, à Noël et le jour de son anniversaire. C'est donc motivé par une haine sourde envers son ex-mari et parce que Valérie Georgien s'agrippa de toutes ses forces à ce scénario du voyage en Espagne qu'elle mit 48 heures supplémentaires avant de prévenir le commissariat. Chapitre 2. De retour à Paris, j'étais encore loin de m'intéresser à l'énigme autour de la disparition de Tamara Georgien. Premier truc à faire, je voulais passer au bureau pour effectuer des recherches dans le fichier spécial dont j'avais moi-même supervisé l'élaboration. Le fichier informatique consacré aux souterrains stellaires et qui répertoriait le pédigré de la trajectoire de chacun de ses membres depuis sa fondation à Fribourg en février 2007 jusqu'à sa dissolution présumée après l'assaut de son QG par les forces de police européennes 5 ans plus tard. Aussi, dans la chaleur torride de ce début d'été, je hélais un taxi en bas du parvis de la gare de Lyon et, une fois à l'intérieur, le chauffeur commença à m'embrouiller en me demandant si j'avais un itinéraire préféré. Je veux être rapidement au bureau, c'est ça mon itinéraire préféré. Cependant, je réfléchis 2 secondes avant de lui envoyer ma réponse à la figure, parce que mon impulsivité a tendance à me jouer des tours et je lui dis de passer par les quais, le plus direct à mon sens. C'est là qu'il m'embobina de la plus belle des façons en m'expliquant que justement, il y avait une manifestation de chauffeurs de taxi qui bloquaient la voie rapide au moyen d'une opération escargot depuis le début de la matinée. Je lui demandai pourquoi il ne participait pas au mouvement et il me rétorqua avec un air entendu que, de toute façon, en démocratie, le gouvernement revient toujours sur ses décisions au moment que vous foutez le bordel. Alors il avait confiance en ses collègues. Je lui demandai pourquoi il ne participait pas au mouvement et il me rétorqua avec un air entendu que de toute façon, en démocratie, le gouvernement revient toujours sur ses décisions du moment que vous foutez le bordel. Alors il avait confiance en ses collègues pour mener à bien l'opération et que, en attendant, ça faisait davantage de travail pour sa part. Pas dénué de fondement. Et il proposa ensuite de passer plutôt par le périphérique et évidemment, arrivé porte de Clignancourt, dès que nous nous engageâmes sur la bretelle en direction de la porte Maillot, ça commença à coincer par choc contre par choc, une vraie chienlit en raison de toutes ces familles qui avaient pris un jour supplémentaire de congé pour s'organiser un méga week-end. La société est française dans toute sa splendeur. Je réfléchissais à cette histoire des membres du souterrain stellaire qui galopaient dans la nature et dont les plus rancuniers avaient, si ça se trouve, très envie de m'interroger sur l'agent du CAS de Crans-Montana. D'autant que, dans les semaines avant qu'on me retire l'affaire, je me souviens qu'on se posait des questions sur le fait que les cadavres dont je me vantais l'actif, si je puis dire, n'apparaissaient jamais dans les colonnes faits divers des quotidiens, à la suite de quoi on ne me tenait plus au courant de la tenue des comités secrets et la plupart des membres étaient sur invisibles quand j'essayais de les joindre par Skype. Une sortie avant la porte de Champéret, je demandais au conducteur de me déposer parce que j'en pouvais plus. On cuisait comme des poulets à l'étage d'une rôtisserie. À la différence que je n'étais pas assez souple pour faire un tour sur moi-même dans l'espace vitrifié de son taxi, et surtout j'avais dans la tête une image qui m'obsédait depuis la porte de Clichy, Madone des 4x3 hissée dans le bleu azuréen teinté de gris azotique, telle une figure de proue de barre d'immeuble. Je venais de tomber amoureux d'une jeune femme au-delà du sublime qui, sur une affiche publicitaire, m'invitait à faire un tour dans un centre commercial récemment construit et inauguré 3 sorties plus loin.
J'en ai connu des filles qui avaient une confiance aveugle en leur beauté, particulièrement devant un miroir, pour vous dire que la confiance n'est jamais tout à fait aveugle. Mais cette fille sur l'affiche était d'une beauté rare et, ce qui ne gâche rien, elle était rassurante. Pas de ces beautés qui font naître en ceux qui les fréquentent un sentiment de danger ou des pics de jalousie, mais à côté de laquelle on se sent bien, à côté de laquelle il n'y a pas de place pour les mauvais penchants que la beauté entraîne parfois dans son sillage. L'hiver de la possession ou la lassitude qui donne envie de corrompre. Je n'avais désormais qu'une idée en tête, celle de me rafraîchir à la climatisation du centre commercial et que mon âme engoncée dans la crasse de ce monde déloyal pour mes rêves sera sereine dans la contemplation de cette jeune personne qui, peut-être, sait-on jamais, existé pour de bon. Pour le moment, la seule émanation à ma portée provenait des pots d'échappement des voitures alignées comme des morceaux de sucre dont les déjections intempestives se fossilisaient au-dessus de l'asphalte dans l'enfer du périphérique saturé. Je m'interrogeais. Une histoire d'amour pouvait-elle s'amorcer à partir d'un ralentissement dans les encombrements et d'un coup de foudre à un sens unique? Les grandes histoires d'amour ne débutent-elles pas toujours de cette manière? Ça piétine quelque part dans votre vie, une soirée à laquelle vous ne voulez pas vous rendre, une succession de soupirs et de contrariétés, et sans prévenir, moteur, action. Rencontrer l'âme sœur sur une affiche publicitaire valait tout autant que de s'amouracher d'une des photos de profil qui servent d'appât sur les réseaux sociaux où chacun envoie l'image qu'il juge la plus performante. À vrai dire, je gardais en mémoire le récit de l'acteur Christophe Lambert qui racontait que c'est au moment où il avait repéré pour la première fois Diane Lane sur un écran de télévision qu'il s'était juré de traverser l'Atlantique pour la rencontrer puis pour l'épouser. Cette histoire, incroyable mais vraie, s'était déroulée en plein milieu des années 80. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise, il y a eu un cataclysme récemment dans ma vie. Ma mère est morte cette année et depuis, chaque fois que je le peux, je me réfugie en pensée dans les années 80. Mes parents étaient des dingues des années 80. Ils ont trimé toute leur vie, commencé au bas de l'échelle dans leurs domaines respectifs et le moment où ils ont enfin pu souffler un peu, accéder à la propriété et profiter de leur pouvoir d'achat, ça a correspondu aux années 80. Et c'était pas des moches années quand on y pense, avec l'arrivée de tous ces gadgets comme les consoles de jeux vidéo, les magnétoscopes et les montres calculatrices. Et puis, le porte-monnaie arrivait à peu près à suivre, pas comme maintenant. Niveau musique aussi, on avait de la variété dès qu'on allumait la radio ou la télévision. Aujourd'hui, tout me paraît déprimant, sans spontanéité définie par avance. Surtout, ce qui était bien, c'est que j'avais mes deux parents et que je me sentais protégée en permanence. Mon père était un type ultra courageux. Et moi, comment dire, un froussard comme ce n'était pas permis à cette époque. L'histoire, c'est que mon père était là et que je ne voyais pas l'intérêt de lui faire de la concurrence en étant, moi aussi, courageux. C'est comme si vous m'aviez demandé si je savais cuisiner le clafoutis au ketch. Eh ben non, ma mère le préparait à merveille et je ne voyais pas l'intérêt de m'y mettre. Le courage, c'était le penchant masculin du clafoutis au ketch. Du moins, c'est comme ça que je voyais les choses à l'époque. Quand j'avais 12, 13 ans, mon job à moi, c'était de prendre en charge les jeux de mes camarades. Que ce soit en bicross, en skate, ou avec des gros ballons orange à 2 pieds qui faisaient des sauts de kangourou prodigieux quand on les enfourchait sur les descentes de garage des pavillons. Oui, c'était moi qui entraînais mes camarades dans des histoires aussi invraisemblables que captivantes et qui décidait si le samedi après-midi, nous devenions des Indiens ou des lieutenants de cavalerie ou des astronautes échoués sur une planète étrangère. Les après-midi sous ma direction, je peux vous dire, ça filait en un quart d'heure. C'est pour ça aussi que j'aime bien repenser aux années 80 quand je piétine dans une enquête, végète une journée entière en sous-marin dans une camionnette aux vitres teintées ou que la journée s'éternise en paperasserie au bureau. Mon père, il avait un flingue à la maison. Je me souviens un jour de plein été,
en faisant le tour de la propriété des voisins qui étaient partis en Bretagne pour les vacances. Chaque soir, après le souper, on arrosait leurs hortensias et leurs plants de fraises des bois. Ma mère surprit un volet qui pendouillait anormalement. Elle alerta mon père qui, sans s'approchant, découvrit un carreau de fenêtre fracturé sur toute la longueur. La baraque des voisins avait été visitée dans la nuit, en partie cambriolée, et chose étrange, il restait encore à l'intérieur des caisses de bibelots et d'argenterie, comme si les cambrioleurs avaient prévu de revenir le lendemain pour finir le job. Pépère, quoi. Mon père a appelé la gendarmerie, et quand ils sont arrivés, sans aucune discrétion, il va sans dire, c'est lui qui a joué les chefs de brigade. Aux alentours de minuit, il s'est planqué avec un des gendarmes à l'étage de la maison des voisins, pendant que d'autres flics se tenaient en embuscade derrière un massif de rosiers, dans le jardin. Mon père n'avait pas osé prendre son arme avec lui. Et quand le flic avec lequel il se planquait a eu des fourmis dans les jambes ou une sérieuse envie de pisser, il a dû le raisonner en lui disant « Si on bouge, vos collègues vont croire que nous sommes des cambrioleurs et ils vont nous canarder comme des lapins. » C'est ça le courage. Ne pas se jeter tête la première dans les embrouilles, mais avoir une parfaite intuition de tous les schémas possibles et agir en conséquence. Le gendarme, il a pris de haut mon père, ce qui n'était pas futé, à cause des poutres à l'étage dans la maison des voisins. Il a voulu descendre les escaliers dans l'obscurité sans même alerter par talkie-walkie ses collègues planqués derrière les massifs de fleurs et au final, il s'est pris une balle dans le genou. Le gendarme, il a tellement hurlé sur ses collègues que ses hurlements ont été plus efficaces que n'importe quel système d'alarme. Et qu'en définitive, les cambrioleurs ne se sont jamais pointés pour récupérer les caisses de vaisselle et de bibelots qu'ils avaient laissés sur place lors de leur première incursion. Des années plus tard, en avril 1994, c'est un événement banal et tragique qui a fracassé pour toujours notre petite famille des années 80. Le garage d'un des voisins était grand ouvert. Faut dire qu'il y avait un véritable souci des uns envers les autres dans la résidence. Une notion de communauté fondée sur le seul fait de vivre ici et la volonté d'être heureux. Alors le voisin, il avait laissé son garage grand ouvert avec à l'intérieur la table de ping-pong rangée en portefeuille et les vélos rutilants suspendus au plafond par des crochets. Et il était allé répondre au téléphone à l'intérieur de la maison. Les GSM n'existaient pas encore. Mon père bricolait dans son garage, de l'autre côté de la rue, quand il a repéré un jeune passant louche qui s'attardait devant la maison du voisin, un type extérieur à la résidence. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de type louche à l'intérieur de la résidence, mais celui-là, on ne l'avait jamais vu auparavant. Et tout d'un coup, le mec, il s'est précipité dans le garage du voisin, il a attrapé l'un des vélos qui pendait, l'a retourné et mis sur ses roues en moins de 2. Et il a voulu se carapater avec, l'enfourchant à hauteur du trottoir, sauf que mon père, qui avait tout compris, était déjà en train de traverser la rue et d'arriver à sa hauteur. Le voleur, ça l'a déséquilibré de sentir une présence prête à se ruer sur lui. Il a quand même actionné le pédalier et fait 2 ou 3 tours, mais déjà mon père avait sa main sur son épaule. Et le mec s'est vautré lamentablement. Il a lâché le vélo sur le bas-côté, entre le trottoir et la pelouse, mais à peine avait-il mis genou à terre qu'il se relevait et cavalait en suivant l'arête du trottoir pour échapper à ce résident qui, bien que le vol ait pu être empêché, continuait de courir à sa poursuite. Le souci, c'est que le voleur n'était même pas majeur et mon père venait de partir à la retraite. Alors, la course-poursuite devint vite inégale. C'est en arrivant en haut de la côte, près du rond-point à la boîte aux lettres jaunes, que mon père s'est effondré sur ses jambes comme un château de cartes à qui Dieu vient de donner une pichenette. Son cœur a lâché en un instant, directement déposé sous scellé sur la table du Créateur. Bien sûr, l'adolescent ne s'est pas retourné. Il a dû voir quand même par-dessus son épaule ou dans le tournant plus bas que personne n'était à sa poursuite. Il a dû se sentir fort, tellement puissant. Et il a même dû penser à propos de mon père, « J'ai bien eu ce connard, je l'ai bien niqué ce fils de pute. » C'est ça qui m'a foutu la haine.
sur le moment que ce mec ait pu penser que mon père était un connard alors que mon père avait un esprit développé, de la générosité comme personne. Et si vous aviez été son voisin, vous n'auriez jamais voulu déménager pour rien au monde parce que mon papa n'aurait jamais laissé quelqu'un causer des ennuis à votre personne ou à ce qui vous appartenait. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais de penser au fait que le mec en question avait dû se sentir heureux et insulter mon père, ça m'obsédait. Et c'était comme un écran devant toutes les autres pensées qui m'assaillaient. C'était ma manière à moi de tenir la tristesse à distance, certainement d'éviter de me faire submerger par le chagrin et de partir en vrille. Le lendemain, quand je suis arrivée au lycée, toutes les filles de ma classe pleuraient. J'avais manqué les cours du matin, mais j'avais des circonstances atténuantes. J'étais un peu choquée de voir toutes ces filles pleurer alors que pour une bonne moitié d'entre elles, elles n'avaient jamais rencontré mes parents. Or, rapidement, je compris qu'elles ne versaient pas du tout leurs larmes sur mon pauvre père, mais sur la mort de Kurt Cobain. L'info était tombée la veille. MTV diffusait son Unplugged en boucle. C'était vraiment bizarre parce que après l'intercours de l'après-midi, il y a eu un petit speech de la prof principale comme quoi mon père était mort d'un arrêt cardiaque la veille, et après le speech qui dura bien 5 minutes, c'est comme si certaines filles de ma classe étaient complètement déboussolées. Et il y en a qui n'arrivaient pas à gérer 2 chagrins à la fois et qui partaient dans tous les sens, au sens propre et au sens figuré, niveau hystérie. Et d'autres qui me dévisageaient vraiment bizarrement comme si j'étais devenue tout d'un coup le fils de Kurt Cobain. Du type invisible, le bon copain des bancs d'école qu'on passe sous silence le week-end venu, j'étais devenue séduisant, le type cool, dont on recherche la compagnie. La semaine suivante, je roulais mon premier patin sur fond de Rape Me, la chanson de Nirvana. 1 an plus tard, à 18 ans, je rentrais dans la police parce que depuis enfant, j'ai un goût de la justice qui me tient en éveil, ou une sainte horreur de l'injustice si vous préférez. Une sainte horreur jusqu'à la honte. Quand mon père est mort, il y a des voisins qui ne comprenaient pas pourquoi il n'avait pas lâché l'affaire au moment où le vélo était tombé sur la pelouse. Pourquoi il s'était obstiné à courir derrière le fuyard. Et les gens, quand ils parlaient de ça après sa mort, c'est comme s'ils reprochaient quelque chose à l'attitude qu'avait eue mon père. Comme s'ils voulaient savoir ou faire savoir autour d'eux qu'ils pensaient qu'il l'avait bien cherché. Ça m'a dégoûté du voisinage de subir de plein fouet l'éclat de leurs arrière-pensées. J'avais honte pour ces types qui pointaient leurs gueules enfarinées au tournoi de tennis qu'organisait mon père et qui venaient sonner à la maison pour demander de l'aide quand ils avaient perdu leur jeu de clés. Moi, je suis comme mon père. J'ai toujours envie de châtier les crapules, de leur mettre le nez dans leur propre infamie, de les y engloutir jusqu'au cou. Même si, avec le temps, je vois les choses différemment. De façon plus sombre, en quelque sorte. Pour un certain degré de crapulerie, je ne crois pas qu'on puisse être récupérable. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est défendre les innocents et les empêcher de tomber sur des types irrécupérables. Être présent la seconde avant que ça dégénère, éviter par une action concrète que la victime en prenne à perpétuité en ressassant son agression pendant des jours et des nuits, ça fait partie de mon job à présent. C'est en tombant sur un petit bouquin du philosophe allemand Schopenhauer que j'ai adapté ma façon de penser. Les Allemands, ils sont fortiches pour 2 choses. Les philosophes et les bergers. Le foot aussi, mais ça compte pas comme une 3e chose, parce que c'est un sport qui requiert de l'intuition et de l'anticipation, de vertus propres aux philosophes, et aussi de courir derrière une balle comme le font les bergers allemands. Si les chiens qui courent après des balles étaient philosophes, ils seraient meilleurs que les humains dans les compétitions de football. Schopenhauer, il pense que les rapports entre les gens sont inextricables parce que ce que vous croyez juste pour vous n'est pas juste pour un autre. Il n'y a pas d'universalité de la conscience. Mais moi, je crois quand même à la conscience. À cette foutue conscience qui devrait nous empêcher de commettre des actes cradingues. Bien avant de lire Dostoïevski, je croyais à la dignité de l'homme par la conscience. C'est comme ça que j'ai décidé de travailler dans la police. Pour essayer de prévenir les crimes et d'empêcher qu'ils se répètent. Parce que vous avez beau être humaniste ou quoi que ce soit, on ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi.
Ou alors faut se barricader chez soi, ne sortir sous aucun prétexte et ne tenir à personne. Voilà, c'est sur la fin de ce chapitre 2 que nous allons nous arrêter. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et Jérôme Attal et son roman Aide-moi si tu peux. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!